Bonjour à tous et bienvenue à la table ronde Modernisation chinoise et prospérité partagée avec le monde. Je suis Jiang Xianghui de CGTN français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en ligne une dizaine de journalistes africains et chinois pour cette discussion. Je vais vous les présenter au fur et à mesure de l'émission. Et pour commencer, je donne la parole à ma collègue Madame Deng Yingping, commentatrice de CGTN français. Elle nous présentera le 3e plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois et son impact au niveau national et mondial. Merci Jean-Hui, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous et de vous présenter la 3e session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois, PCC, qui aura lieu du 15 au 18 juillet. Et selon l'agenda, cette 3e session étudie les questions liées à l'approfondissement global de la réforme et à l'avancement de la modernisation chinoise. D'abord, un petit mot pour le comité central du PCC. C'est la plus haute autorité du parti entre deux sessions de son congrès national. Et au cours de chaque mandat de 5 ans, le comité central du PCC tient généralement 7 sessions plénières et celle qui génère le plus d'attention de la part du public en Chine et dans le reste du monde est souvent la 3e session plénière, car elle est traditionnellement consacrée aux réformes économiques. Et les 3e sessions plénières les plus importantes historiquement sont celles de 1978, où a été décidée la politique de réforme et d'ouverture, et celle de 2013, marquée par un nouvel engagement pour approfondir les réformes économiques et sociales. Vous vous demandez quel est l'impact de cette session plénière du PCC sur le reste du monde et surtout pour le continent africain. Alors il faut revenir quelques instants en décembre 1978 où s'est tenue la 3e session plénière du 11e comité central du PCC. À l'époque, le niveau économique de la Chine et l'attention qu'elle recevait sur la scène internationale n'étaient pas comparables à aujourd'hui et peu d'étrangers auraient prêté attention à cette réunion. Mais aujourd'hui, une quarantaine d'années passées, personne ne peut nier son importance. Tout universitaire qui étudie l'économie chinoise mentionnera l'impact immense de la réforme et l'ouverture prise lors de cette conférence. Donc on peut dire dans l'ensemble, les réformes importantes de la Chine ont des répercussions internationales. Et je vous demande de faire un petit travail de mémoire. Dans les années 80-90, les appareils ménagers que vous utilisiez à la maison étaient-ils de marque chinoise? Qu'en est-il aujourd'hui? Et les entreprises qui construisaient des routes, des barrages en Afrique étaient-elles occidentales? Et aujourd'hui, vous voyez de plus en plus d'entreprises chinoises sur le continent, n'est-ce pas? Et donc, pour analyser cette 3e session plénière du 20e comité central du PCC, je pense que nous devrions examiner les décisions prises il y a 11 ans lors de la 3e session plénière. Et faute de temps, je ne citerai que 2 exemples à Shanghai. C'est d'abord la CIIE, l'exposition internationale d'importation de la Chine, qui se tient à Shanghai depuis 2018 chaque année. Et c'est grâce à elle que de nombreux produits africains sont entrés sur le marché chinois. L'année dernière, les ananas du Bénin, les sacs de paille du Mali, les produits de piment du Congo-Kinshasa ont été très appréciés par les Chinois. Et ensuite, c'est la zone pilote de libre-échange de Shanghai. Cette zone pilote a vu le jour en 2013. Elle s'accompagne de l'application de la liste négative pour les investissements étrangers. Et cette liste a depuis été considérablement raccourcie, avec 190 éléments au début et seulement une vingtaine aujourd'hui, avec 0 élément pour le secteur manufacturier. Et cela a renforcé la volonté des entreprises étrangères à investir en Chine. Voilà, c'est tout. Merci. Et pour discuter des nouvelles opportunités et les perspectives de coopération apportées par cet événement politique chinois de premier plan, j'ai le plaisir d'accueillir en ligne 11 journalistes et commentateurs africains qui partageront avec nous leurs idées et leurs observations. Le premier thème de cette table ronde concerne l'égalité et la justice sociale qui devraient être le fondement de toutes les sociétés. Je donne d'abord la parole à M. Sanou Ibrahima, chef de desk économie, éducation et actualité internationale de l'Agence de l'information du Burkina, qui évoque les améliorations dans son pays. C'est à vous. On a l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024 qui a été lancée en juin 2023. Elle vise à produire environ 190 000 tonnes de céréales et légumes pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Parce que dans nos pays africains, l'un des grands défis qui demeure, c'est vraiment les défis
atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà, l'idée ici, ça va aussi d'une inspiration au niveau de ce que la Chine avait réalisé, amener même les populations burkinabées et déjà à financer leur développement, à financer les grands défis qui se présentent à eux. La phrase dont je pourrais dire, c'est que la Chine demeure aujourd'hui une école pour les pays africains, pour les pays en voie de développement tels que nous autres dans nos pays. La Chine est une école vivante aujourd'hui, parce que pour moi qui lis beaucoup, qui suis beaucoup un peu l'histoire, l'actualité, j'ai déjà, bien avant de découvrir la Chine, lu beaucoup de choses un peu sur l'histoire de la Chine. Quand on voit cette période et qu'on découvre la Chine d'aujourd'hui, ça veut dire que tout est possible par la volonté des hommes. Et quand j'étais en Chine, lors d'une conférence que j'ai suivie, on nous a dit que l'expérience de vie en Chine, c'est plus de 80%. Et quand tu observes les réalités chinoises, tu te rends compte qu'au-delà des infrastructures sanitaires qui sont développées, cette expérience de vie même, c'est le fait même de l'attitude du Chinois. Un peuple qui est nombreux, mais qui a réussi à se discipliner et la nourriture chinoise, moi, ça m'a donné beaucoup de leçons parce que je dirais déjà qu'elle est même déjà une thérapie. Ça veut dire qu'on mange sain, on vit dans un environnement sain. On a parlé ici au cours des différentes communications qui ont eu lieu. Ça a été évoqué, c'est un pays qui est vert, voilà. Et puis la propriété, quand je découvre ça à Beijing, ça ne me surprend pas parce que c'est quand même la capitale. Mais quand on sort de Beijing et qu'on se rend dans d'autres localités, et parce qu'on a eu à visiter la province de Jiangxi, et on va dans certaines localités reculées et qu'on retrouve encore ces mêmes propriétés, et ça épate, c'est vraiment une leçon véritable pour nous autres Africains, pour dire que le travail, la discipline, l'organisation, on peut y arriver. Et je crois que la coopération que nous menons aujourd'hui avec nos États est une véritable opportunité pour nous aussi. Poursuivons avec M. Zekoupé Bataké Aron, notre confrère de l'Office national des médias audiovisuels du Tchad. Bienvenue. Et votre pays est en plein centre de l'Afrique et aujourd'hui bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel. Tout comme la Chine, le Tchad souhaite être à la pointe de l'énergie photovoltaïque en Afrique et apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre le réchauffement climatique. Pouvez-vous nous développer davantage sur ce thème ? Les relations diplomatiques qui existent entre le Tchad et la Chine existent depuis plusieurs années. Donc, c'est un des excellents exemples de coopération bilatérale qui existe entre la Chine et le Tchad. Mon intervention va être sur l'énergie, qui est une source denrée rare dans un pays très vaste comme le Tchad. Et le Tchad, ça fait 1 284 000 km² pour une population estimée à plus de 17 millions d'habitants. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne le Tchad, je voulais prendre très simplement mon intervention sur l'exemple qui s'est passé en avril dernier. Donc, nous avons eu Madame la ministre de l'Énergie, donc, qui est allée inaugurer une première phase du projet d'accès au système solaire dans un village qui n'est pas très loin de la capitale du Tchad, donc qui était un don de coopération entre le pays et le Tchad et la Chine. Donc cette coopération était accentuée sur un don de kits solaires, de 1 million de ménages. Donc, 1 million de ménages, ça fait environ 6 millions d'habitants. Donc, 6 millions, c'est à peu près un tiers de toute la population tchadienne aujourd'hui. L'agriculture. Le Gabon est un excellent exemple de ce partenariat avec de nombreux projets de modernisation des techniques agricoles et aussi de formation aux nouvelles technologies des Gabonais pour améliorer les revenus des paysans. Bonjour Sabrina Massima.
C'est de cette coopération que vous souhaiteriez nous parler. C'est à vous. Écoutez, effectivement, la coopération sino-gabonaise dans le secteur agricole a été très fructueuse ces dernières années. Le Gabon a bénéficié de nombreux projets de modernisation des techniques agricoles, notamment dans le domaine de la production de caoutchouc, de manioc, de palmiers à huile. Ces projets ont permis d'augmenter la productivité des agriculteurs gabonais et de renforcer surtout la sécurité alimentaire du pays. De plus, la formation aux nouvelles technologies agricoles a été un élément clé de cette coopération. Les Gabonais ont pu acquérir de nouvelles compétences et être mieux outillés pour maximiser leur rendement et leurs revenus. Cela a également contribué à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. Comme vous le savez, le Gabon est un pays qui importe énormément. Alors enfin, je peux parler de cette coopération qui a également favorisé les échanges d'expertise entre la Chine et le Gabon, permettant aux deux pays de tirer profit des connaissances et des pratiques agricoles de l'autre. Cela a renforcé les liens entre nos deux nations et a ouvert la voie à de nouvelles opportunités de développement, pourquoi pas. En conclusion, on peut retenir que la coopération sino-gabonaise dans le secteur agricole est un exemple de partenariat réussi qui a permis d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs gabonais et de contribuer au développement économique du pays. Et je reste convaincu que ce type de collaboration est essentiel pour garantir un avenir durable pour nos agricultures et nos populations. Et merci, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager cette réflexion avec vous et à très vite. Merci. J'invite Madame Jocelyne Mouzo de la radio Okapi en République démocratique du Congo. Jocelyne, vous avez accompagné la récente visite de votre président ici en Chine. Qu'avez-vous appris de l'expérience chinoise en matière d'équité et de justice sociale, surtout aussi avec votre expérience personnelle? Pensez-vous qu'elle puisse un jour inspirer d'autres pays en Afrique? Quand on est loin, on entend beaucoup, on a des bilans, on a des chiffres. Évidemment que ça présente la Chine comme un pays pollueur, les plus grands en tout cas, devant les États-Unis, l'Union européenne ou l'Inde. Mais quand on arrive sur place en Chine, on est vraiment frappé par cette verdure qui vous accueille dans ces grandes villes, notamment Guangzhou et Beijing, Shenzhen que j'ai visité. J'ai été impressionnée par ces arbres tout au long de ces avenues, de ces grandes avenues, de ces boulevards, de part et d'autre sur les séparateurs. Et on s'attendait peut-être à être accueillis par une atmosphère lourde, mais à travers ce qu'on voit, cette impression, on sent qu'il y a une politique de reboisement et un sérieux du côté de l'environnement. C'est très frappant quand on arrive en Chine. Dans le numérique aussi, on va parler de ces grandes entreprises qui se sont développées et qui donnent accès pratiquement à tout le monde, à toutes les bourses en tout cas, le gain petit, les grands, toutes les populations. Aujourd'hui, on peut se faire facilement ses achats en ligne à travers Alibaba par exemple. Aujourd'hui, mes filles, mes enfants sont accros à l'application Shein où ils peuvent acheter des articles à des prix vraiment très bas. L'environnement et l'économie, c'est deux facteurs, comme vous le dites, qui contribuent vraiment à l'épanouissement de l'être humain. Et j'invite tout le monde à visiter ce pays. Au-delà des arbres, au-delà de ce que ça apporte dans l'environnement, il y a aussi cette beauté qui frappe quand on arrive en Chine. Merci. Monsieur Top, vous êtes venu en Chine en 2019. Pouvez-vous nous partager votre expérience sur la gouvernance chinoise? Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué durant votre voyage en Chine et aussi de ce que vous avez entendu jusqu'ici? Moi, personnellement, j'ai été en Chine et à cette période-là, nous avons appris beaucoup de choses de la Chine. Quand je suis arrivé en Chine, je me suis rendu compte que nous, Africains et Chinois, nous sommes victimes de cette mauvaise communication de l'Occident. Alors que la Chine entretenait de très bonnes relations avec tout le monde et essayait d'améliorer la vie des uns des autres avec des investissements, des formations, également des interventions diplomatiques pour l'amélioration des vies des uns des autres, sur notamment donc, la vie des Africains.
Donc, puisque la Chine, comme moi j'ai compris, était également victime comme l'Afrique ne voulait plus que l'Occident continue à vraiment mettre sa main ou de dire du mauvais sur les uns et des autres. Alors cette Chine-là, que j'ai compris, qui a une politique de développement assez vaste, de combattre et de vaincre la pauvreté, mais également de sécuriser ses investissements en Afrique, mais en essayant quand même d'avoir des investissements très sécurisés avec cette initiative, la route et la ceinture. Donc ça, quand même, ça a été une expérience que j'ai vécue en Chine et que la Chine que j'ai connue, c'est une Chine complètement très développée, mais très engagée également à investir en Afrique, surtout dans des coopérations bilatérales, mais gagnant-gagnant, qui permettra non seulement à la Chine de pouvoir montrer ce qu'elle peut faire, mais également aider l'Afrique à pouvoir donc se développer et rejoindre donc ces continents-là en puissance. Commençons par un sujet qui nous concerne tous, la transition verte. L'abandon progressif des énergies fossiles entraîne l'exploitation d'autres ressources naturelles comme le lithium pour le produire. En effet, les batteries des véhicules électriques et aussi la Chine est en pointe dans ce domaine. Monsieur Daniel Kombowa, vous travaillez pour Congo Buzz Télévision. Votre pays est aujourd'hui riche en lithium. Et comment se passe la coopération avec la Chine dans le domaine des gestions minières et de la transition écologique? Il y a les Occidentaux qui sont en train d'alimenter les pays voisins pour prendre illégalement nos richesses. C'est-à-dire, bon, de manière ramassée, je voudrais dire tout simplement que la RDC a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de tout ce qu'il y a comme énergie renouvelable. Et nous pensons que la Chine c'est un meilleur partenaire pour nous, Congolais, pour bénéficier avec tout ce que vous avez comme expérience dans ce domaine. Mais ce que nous demandons, c'est la sincérité, venir avec, il faut que l'Afrique puisse beaucoup plus profiter de cette coopération, c'est-à-dire les pays d'Afrique devront mettre en œuvre des stratégies et des politiques d'évaluation cohérentes et des coordonnées pour limiter les répercussions socio-économiques afin de mieux cerner les opportunités offertes par leurs partenaires tels que la Chine. Et maintenant, c'est mon tour. Je vais saisir cette opportunité pour vous parler de la coopération sino-africaine à travers des expositions. Ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est comment ces expositions forment une synergie économique vivante. La coopération entre la Chine et l'Afrique s'épanouit sur de nombreuses plateformes économiques et lors du forum dédié tels que les expositions internationales d'importation de Chine, la CIE à Shanghai, à l'est de la Chine, la foire internationale des services commerciaux de Chine, la CIFTIS qui se déroule une fois par an à Beijing, la capitale chinoise, ou encore l'exposition des produits de consommation de Hainan dans le sud de la Chine et l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha. Ces événements permettent aux Chinois de découvrir une multitude de produits africains tout en renforçant les échanges économiques et culturels entre les deux régions. D'abord, c'est une vitrine, ces expositions. À l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha de l'année dernière, je me rappelle que dans le centre international de convention d'exposition, à ce moment-là, qui a couvert pour la première fois de plus de 100 000 mètres carrés, ceci en effet était un théâtre d'une rencontre unique entre les produits africains et les marques chinoises. Les événements sont aussi les occasions précieuses pour mesurer les avancées de la coopération sino-africaine. Outre les produits agricoles, il est essentiel de noter que l'Afrique est le deuxième plus grand marché pour les entreprises chinoises de construction. En 2022, le montant des nouveaux contrats signés par la Chine pour les projets en Afrique a dépassé 73 milliards de dollars avec un chiffre d'affaires réalisé de 37 milliards de dollars. Ces projets se concentrent principalement sur la construction des infrastructures de transport, la construction générale. Tout ça ont considérablement contribué à la reprise économique en Afrique et à l'amélioration des conditions de vie. Ces événements sont une fenêtre ouverte sur les possibilités infinies de coopération et de développement mutuel entre la Chine et l'Afrique. Vous y trouverez une source d'inspiration et aussi une preuve tangible des synergies économiques et culturelles en plein essor.
Et à part cette exposition, il y a aussi des zones économiques spéciales. Et je crois que ce sont mon confrère de Congo-Brazzaville, Francha Mat, de NTI Média, souhaite nous parler maintenant. C'est à vous. Justement, en parlant de la coopération sino-africaine, euh, je parlais récemment à quelqu'un, je lui disais, c'est une coopération qui se porte très bien et j'espère seulement que dans les jours à venir, cette coopération se portera toujours aussi bien parce que, effectivement, ça nous arrange tous les deux, c'est-à-dire, pour parler de mon pays, la République du Congo, et puis la Chine. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'énergie verte. Ce sont des panneaux et ce sont des tas de panneaux solaires qu'on a étalés sur une bonne distance qui viennent effectivement de la Chine. Donc, c'est déjà du point de vue énergétique, pour ne mentionner que ce côté-là, c'est une coopération qui bénéficie vraiment au Congo parce que vous voyez que ça contribue à l'essor économique et il n'y a pas que dans les villages, aussi dans nos quartiers, des panneaux solaires et autres. Maintenant, si je dois m'étendre un peu plus dans cette coopération, vous savez, euh, la technologie, c'est quelque chose, hein. Et la Chine a cette technologie-là en ce qui concerne, par exemple, je veux parler des infrastructures. Le palais du Parlement, notre palais du Parlement a été construit par la Chine, une très belle bâtisse d'ailleurs. Dans les capitaux qu'apporte la Chine, ce ne sont pas des capitaux qui viennent avec des conditions comme je vous donne l'argent, mais la condition, c'est que X ne doit plus faire partie de votre gouvernement ou X on n'interfère pas dans les affaires politiques du pays. Vous voyez, et ça, c'est très bien. Il y a ce respect-là, on coopère. Vous connaissez vos limites, je connais mes limites. On gagne de part et d'autre, et ça, c'est très bien. Poursuivons avec M. Moussa Sayon Camara du magazine Nouvelle Afrique, basé à Bamako, au Mali. Monsieur Camara, vous avez séjourné pendant plus d'1 an en Chine. Avez-vous remarqué des produits maliens sur le marché chinois lors de votre séjour en Chine? D'ailleurs, en revenant dans votre pays, avez-vous remarqué la présence des produits chinois au Mali? Et comment les pays africains comme le Mali pourraient s'inspirer de l'expérience chinoise? Je ne pourrais pas citer tout, mais ce qui est sûr, il y a des produits électroniques, des produits agricoles, des produits de diverses natures en provenance de Chine qui sont sur le marché malien. Je pense que la Chine a une méthodologie ou une approche de partenariat beaucoup plus ouverte et pragmatique parce que, bon, je reprends les mots, par exemple, de notre ministre des Affaires étrangères qui qualifie le partenariat sino-malien de sincère, de pragmatique. Donc, je pense que les Chinois ont beaucoup de projets et sur le plan agricole, la Chine et le Mali continuent toujours à renforcer leur partenariat sur ce plan afin que le Mali puisse bénéficier de l'expérience chinoise en termes d'autosuffisance alimentaire. La coopération sino-africaine est en train vraiment d'aller en crescendo, c'est-à-dire la coopération s'accroît de jour en jour et ce n'est que au bénéfice des États africains et je pense que les deux parties doivent continuer à faire partenariat pour le bonheur des deux peuples. La coopération sino-africaine, c'est aussi les échanges culturels et académiques. Il me semble qu'ils sont particulièrement actifs au Tchad, n'est-ce pas, Monsieur Nkakoutou Mathurin? Est-il vrai qu'il y a un vrai attrait pour l'apprentissage du mandarin? Là, je vous ramène chez moi, en Afrique, mais précisément au Tchad, où particulièrement la problématique d'employabilité des jeunes et leur insertion dans la vie active demeure effectivement un enjeu majeur. Et je vous dis que là-dessus, la coopération entre la Chine et les États africains réalise des avancées significatives. Il y aura l'ouverture, par exemple, d'une école professionnelle construite par le Parti communiste, donc le gouvernement chinois, dans un bref délai en N'Djamena chez moi. Et cela pourrait être une initiative positive pour répondre efficacement
au défi d'insertion de centaines, voire des milliers de jeunes défavorisés sur le marché de l'emploi dans la vie active. Pour moi, la Chine est un pays qui a entrepris des courageuses améliorations pour permettre à ce peuple de vivre aisément. Et grâce aux politiques, aux programmes politiques mis en place par le Parti communiste et donc le gouvernement chinois sous la houlette, permettez-moi le terme, du président Xi Jinping, la transformation impressionnante de certaines régions rurales autrefois touchées par la pauvreté m'a laissé sans voix. Quelqu'un a parlé précédemment de la chaleur humaine et j'étais tombé sous le coup de la chaleur humaine quand j'ai foulé le sol chinois. J'ai été émerveillé par les progrès réalisés par les nouvelles infrastructures modernes et futuristes, permettez encore une fois de plus le terme, par les opportunités également économiques offertes aux habitants locaux par l'efficacité de la politique en faveur de l'environnement. J'ai personnellement voyagé dans à peu près 10 provinces de Chine et donc l'arrière-pays, et j'ai constaté qu'en matière de justice sociale, la redistribution de la richesse nationale est un sujet pris très au sérieux par le gouvernement chinois. La justice sociale pour le peuple en Chine a fait un grand progrès économique au cours de ces dernières décennies, ce qui a permis à de nombreux Chinois de sortir de la pauvreté et d'améliorer leur qualité de vie. Malgré ce niveau de vie, la Chine également continue de multiplier les initiatives en faveur de son peuple et également en faveur de sa politique étrangère. Nous savons que dans mon pays, par exemple, l'État tchadien reçoit beaucoup d'aides chinoises. Et en outre, le gouvernement chinois s'efforce de promouvoir la justice sociale à travers diverses politiques et initiatives telles que la réforme du système de sécurité. Par exemple, moi, lors de ma formation en Chine, j'ai vécu en question cette politique de sécurité sociale à travers différents voyages que j'ai pu effectuer dans l'arrière-pays, l'amélioration des services de santé. Aujourd'hui, un citoyen chinois peut prétendre, malgré son social, il peut quand même prétendre aux services de santé, de l'éducation, la lutte contre la corruption est un sujet de l'heure, notamment le combat vert dont j'ai déjà mentionné sont entre autres des valeurs très bien inculquées en Chine. Il est également indéniable aujourd'hui pour n'importe qui, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, de comprendre que la Chine est à l'avant-garde en matière de technologie, le commerce général, l'agriculture, dont l'État chinois a envoyé depuis lors 7 missions techniques au Tchad pour donner l'impulsion à l'agriculture, notamment la riziculture. Le développement également de l'infrastructure à travers le monde où le besoin se fait sentir. Il n'y a pas que l'Afrique dans ce domaine. La Chine a intervenu partout et je pourrais continuer à citer, la liste est pour moi non exhaustive. Et le partage de cette expertise avec les jeunes Africains constitue un levier important pour le développement de l'Afrique. Les opportunités offertes par cette coopération contribuent au jour le jour à l'excellence et à la croissance économique du continent africain. Voilà, de manière globale, la coopération sino-africaine peut contribuer de manière significative au développement économique et social de l'Afrique. Les résultats sont déjà bien visibles chez moi. Il y a 1466,6 km de routes, y compris les projets en cours construits chez moi. Il y a un stade de renommée internationale qui est en train d'être construit chez moi. Il y a l'hôpital Tchad-Chine également. Et les perspectives de cette coopération annoncent des bons augures. À l'heure où certaines zones du monde souhaitent surtaxer certains produits fabriqués en Chine, celle-ci prend le contre-pied de tout le monde en annulant les tarifs douaniers sur 98% des produits provenant du Niger pour renforcer le partenariat économique. Monsieur Chachirou Aboudoua, vous travaillez pour l'agence nigérienne de presse. Racontez-nous cela et aussi l'impact positif pour votre pays. L'économie numérique en Chine est devenue aujourd'hui un moyen de transaction financière ancré dans la vie des citoyens chinois. Il est pratiquement impossible de mener ses affaires sans faire recours à l'économie numérique qui a rendu la vie très facile en Chine. Il n'y a aucun secteur qui est épargné par cette technologie de pointe.
En effet, pour faire ses achats, plus besoin de se rendre ou de se déplacer, il suffit d'aller en ligne. Les domaines des transports, e-commerce et les banques sont beaucoup plus touchés par cette avancée technologique en Chine. En Chine également, vous n'avez pas besoin de voyager ou de vous promener avec le cash. Tout est dans le portable. La digitalisation de la vie en Chine, que j'ai qualifiée à son temps à outrance, parce qu'en vous rendant pour la première fois, vous aurez du mal à vous adapter. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est une technologie très avantageuse, car elle vous permet de faire l'économie de votre temps, de vos ressources, et a permis à la Chine de booster son développement économique. En plus, pour les usagers, les articles vendus en ligne sont moins chers et sont de bonne qualité que ceux vendus dans les marchés locaux. La digitalisation est trop avancée en Chine. Tout le monde en utilise, tandis que chez nous, en Afrique, elle peine à se développer, hormis quelques rares personnes qui s'en servent pour payer les frais d'électricité et d'eau. L'économie numérique peut aussi favoriser les échanges commerciaux entre la Chine et le Niger. La Chine vient de lever tout récemment les taxes douanières sur les produits agricoles exportés du Niger vers elle. Cette mesure salutaire peut stimuler effectivement des échanges commerciaux intenses au profit des populations de deux pays et créer en même temps beaucoup d'emplois pour les jeunes Nigériens et Chinois. La Chine étant un pays de grande consommation, forte de ses atouts commerciaux, peut bel et bien constituer pour le Niger une grande destination commerciale. Elle peut également permettre au Niger de tendre vers la modernisation plus avancée de l'agriculture et de l'élevage, qui constituent les deux poumons économiques de son économie. Merci. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir partagé vos réflexions aujourd'hui. Ce fut une discussion très intéressante qui permet de mesurer l'impact important des réformes économiques chinoises sur le reste du monde et ses effets bénéfiques sur la coopération avec le continent africain qui est promise un bel avenir et qui assurera au peuple de meilleures conditions de vie, car c'est là l'essentiel. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle table ronde. À très bientôt sur CGTN français.